Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne. Je suis Marion Réto, responsable prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner durant toute cette conférence. Donc, la Mutualité française Occitanie, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose depuis plusieurs semaines maintenant un cycle de conférences en ligne sur différentes thématiques de santé. Et nous sommes ensemble ce soir pour cette dernière séance avant l'été qui porte sur la thématique du mieux préserver son dos au quotidien. Benoît, je te laisse la parole et je te retrouve pour la partie questions-réponses. Merci Marion. Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Benoît, enseignant d'activité physique adaptée. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'on peut se considérer comme le mal du siècle, le mal de dos. Voilà. Le webinaire va se composer en deux parties. Une première partie un peu théorique. Je vais éviter de vous saouler la tête avec des termes un peu barbares, mais j'avais quand même envie de vous expliquer un peu bah, le fonctionnement du coup du dos, la colonne vertébrale, de quoi est composée la colonne vertébrale et qu'est-ce qu'on entend par dos. Autrement dit, avoir une bonne posture et comment garder cette posture ou comment améliorer cette posture au quotidien. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fera de la pratique. Voilà, je vous montrerai des petits exercices d'échauffement et d'étirement pour vous aider à soulager votre dos et également améliorer un petit peu votre posture. Voilà. Donc, on va commencer dans un premier temps par une petite partie théorique tout simple. J'espère que ça sera bon pour tout le monde. Si vous avez des questions sur des termes, n'hésitez pas à le poser à Marion dans le chat. D'accord, j'essaierai d'y répondre. Voilà. À la fin de cette première partie. Donc, préserver son dos au quotidien. On va commencer par voir rapidement l'anatomie du dos et de la nuque. Du coup, qu'est-ce qui compose principalement le dos? Bien évidemment, c'est la colonne vertébrale. C'est la structure centrale du corps. Elle participe à la quasi-totalité des mouvements tout en protégeant la moelle épinière. Donc, elle doit être suffisamment solide pour supporter le poids du corps quand on est debout, stabiliser le corps tout en étant souple et forte en même temps afin de permettre des mouvements fluides, comme par exemple se pencher pour ramasser un objet par terre. Pour la suite, hein, je vais vous poser une petite question. Donc, il y aura trois petites questions dans cette partie, toute simple. La première, c'est combien de vertèbres composent la colonne vertébrale? Voilà. Donc, on est vraiment dans sa totalité. On part de la base du crâne jusqu'aux fesses, si on peut parler des fesses. La bonne réponse, c'est 33 vertèbres. Euh, voilà comment est composée, hop, la colonne vertébrale. Elle est composée en 5 parties. On va les voir tous ensemble, on va les décomposer. La première partie, va ce qu'on va appeler la colonne cervicale. Elle est composée de 7 vertèbres qui vont soutenir le crâne et qui vont nous permettre de tourner la tête à droite, à gauche, d'hocher la tête. Et vous voyez, c'est vraiment des mouvements très flexibles et très mobiles. D'accord? La deuxième partie va être les vertèbres thoraciques. Hop, on passe. Voilà. Donc, il y en a 12 en tout. Chacune des 12 vertèbres dorsales va être reliée à une côte qui va former bien évidemment la cage thoracique et qui va permettre d'entourer et de protéger le cœur, les poumons et le foie. La troisième colonne va être, hop, vous l'avez là, la colonne lombaire. Lorsqu'on est à la verticale, les 5 colonnes que vous voyez là en rose, alors je vais vous mettre le petit pointeur ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Qui vont supporter pratiquement l'intégralité du poids et qui vont assurer un lien souple entre le haut du corps et du coup tout le bas du corps, avec les membres inférieurs qui continuent ici. On va également avoir la colonne sacrée. Donc elle est composée de 5 vertèbres qui sont en fait soudées entre elles et qui vont former le sacrum, qui va être un os dont la forme va différer en fonction du sexe. Pour information, chez l'homme, il est plus long et plus fin que chez la femme. Voilà. Et pour terminer, on va voir ce qu'on appelle le coccyx. Donc, vous voyez sur l'image, il y a marqué 4, mais on va parler entre 3 et 5 vertèbres en fonction. Voilà.
et qui forment donc, c'est des vertèbres coccygiennes qu'on va appeler, sur un terme un peu barbare, et qui vont former le coccyx, et qui sont également soudées. Vous voyez, elles sont tout petites tout en haut. Ces vertèbres, ce coccyx est un vestige de nos ancêtres euh, au moment où on avait une queue. Voilà, donc ça remonte à très loin. Donc ces vertèbres-là sont des restes qui ne servent pas à grand-chose. Voilà. Donc voilà de quoi est composée la colonne vertébrale au niveau des vertèbres. Voilà, cinq parties. Si on pousse un peu plus loin euh, dans l'anatomie de la colonne vertébrale, on va du coup s'intéresser à la vertèbre en elle-même, qu'on va appeler le corps vertébral. C'est la partie principale des vertèbres, donc qui va être plus ou moins cylindrique, d'accord? Donc le corps vertébral, c'est tout ça, et ça va courir jusque derrière. Toutes les parties que vous voyez ici font partie de la vertèbre. C'est une surface plane, au-dessus et en dessous, avec un orifice vers l'arrière, que vous voyez ici, qui va s'aligner du coup avec les autres vertèbres, et qui va former le canal rachidien pour venir accueillir la moelle épinière, et ainsi la protéger. Oui, la moelle épinière est vraiment entourée de la vertèbre qui va permettre de la protéger. Sachez qu'aucune vertèbre n'est strictement identique à une autre. Je vais vous montrer 3 coupes de vertèbres différentes. Hop, voilà. Donc ici, on a une vertèbre cervicale. Donc vous voyez, le corps est plus petit. Ici, on a une vertèbre dorsale, où le corps va être un peu plus allongé. Et pour la vertèbre lombaire, le corps va être vraiment circulaire. Donc là, vous voyez apparaître des termes un peu barbares. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur ces termes, je vais juste m'arrêter sur ce qu'on appelle l'apophyse épineuse. Euh, c'est un appendice qui fait partie de la vertèbre qui va descendre jusqu'en bas de la colonne et qui sont les protubérances que vous pouvez sentir lorsque, par exemple, on se penche vers l'avant. Vous pouvez vous mettre la main dans le dos, vous sentez les bosses là. Donc ça, on appelle ça une apophyse épineuse. Et comme vous voyez, qui va être plus ou moins proéminente en fonction de la vertèbre et de la zone située au niveau du corps. D'accord? Et donc, pareil, cet appendice, ça va permettre de protéger notamment la moelle épinière qui est juste dans ce petit trou-là. Une autre partie importante à connaître qui fait partie de la colonne vertébrale et qui se situe entre deux vertèbres, c'est ce qu'on va appeler les disques intervertébraux. Donc, vous voyez, c'est cette partie blanche-là qui se situe entre les deux vertèbres. C'est une partie plane qui est recouverte d'une très fine couche de cartilage. On l'appelle aussi coussin, qui va permettre de séparer les vertèbres les unes aux autres et qui va permettre notamment le mouvement et la rotation du corps. Sachez qu'un disque sain est un disque très solide, voire même encore plus solide que la vertèbre. Cette solidité va permettre d'amortir les forces et les chocs considérables que vous allez contraindre votre colonne vertébrale. Elle va absorber les compressions, les secousses avec une grande efficacité. Et en fait, elle va venir changer de forme au moment de la contrainte de façon homogène. Imaginez juste une balle à mousse entre deux plaques. Ben, quand vous allez appuyer, la balle à mousse va venir s'écraser. Et ben, le disque a exactement la même fonction. Voilà. Quand vous allez avoir un choc, quand vous allez avoir un changement de direction rapide, le disque va changer de forme pour absorber cette contrainte et éviter, bien évidemment, de se faire mal. Donc voilà pour l'anatomie un peu d'une vertèbre. On va s'arrêter là. Pas besoin de rentrer plus dans le détail. Maintenant, on va s'intéresser aux muscles du dos. Les muscles sont agencés dans le dos, mais dans le corps, c'est pareil, mais on va se focaliser sur le dos, en plusieurs couches. Ils vont permettre la stabilisation et la mobilisation, notamment du torse, si on se concentre sur le dos. Chaque articulation vertébrale va être entourée d'un muscle. Au-dessus, on va trouver ce qu'on appelle les
muscles superficiels. Ça va être les muscles les plus grands, les plus longs et les plus puissants, qui vont participer essentiellement au mouvement du tronc. Ils sont également visibles sous la peau. D'accord? C'est vraiment les muscles que l'on a directement. Quand on se touche le dos, les épaules, c'est vraiment les premiers muscles que l'on touche. Et il va également être fonction dans les mouvements, ils vont fonctionner par paire, ce qu'on va appeler agoniste, antagoniste. Je vous explique très simple. Lorsqu'un muscle va se contracter, l'autre va se relâcher. Donc, lorsqu'un muscle va être agoniste, l'autre va être antagoniste. Dans les muscles les plus connus, on va retrouver le trapèze. Donc, il monte jusqu'à la base du crâne, il vient tout le long de l'épaule et il descend ici tout le long de la colonne vertébrale. D'accord? C'est ce grand triangle-là qui est le trapèze. Le deltoïde va être ce grand muscle-là qui va venir entourer l'épaule pour venir la maintenir et la fixer au niveau de l'articulation. Et le grand dorsal qui va être ce grand muscle pareil, en forme de triangle qui va descendre jusqu'au sacrum, hop, qui longe tout le long de la colonne vertébrale et qui va venir s'insérer par devant, au niveau du pectoral, au niveau du torse. D'accord? J'aurais pu vous parler ici du triceps, ici du grand fessier qui vient s'attacher au niveau de la hanche, qui est aussi un stabilisateur de la colonne vertébrale et du tronc. D'accord? Si je reviens sur mes agonistes antagonistes, pour vous donner un exemple, les plus connus, les plus faciles à se rendre compte, c'est les biceps et triceps. Vous pouvez tester là tout de suite. Contracter le bras, le biceps va se contracter et dessous, le triceps va se relâcher. Et si vous tendez le bras, c'est le triceps qui va se contracter et le biceps qui va se relâcher. Voilà, voilà un exemple de muscles agonistes-antagonistes. Ensuite, on va retrouver des muscles profonds qu'on va appeler aussi stabilisateurs. C'est des couches composées de tout petits muscles qui vont être impliqués généralement dans les ajustements posturaux et dans le contrôle de la position de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, c'est de ce côté qu'on va les retrouver. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont accrochés à la colonne vertébrale. Pareil, je vous donne les noms, c'est juste pour information. Les muscles rotateurs qui vont se fixer ici, à cette zone-là, et qui vont permettre, comme son nom l'indique, de venir faire une rotation de la tête. Les muscles intercostaux, je ne vous explique pas, vous avez compris, les muscles qui se situent au niveau des côtes. Et les intertransverses, non un peu plus barbares, mais vous voyez, c'est les petits muscles qui vont venir s'insérer dans les vertèbres. Hop, et qui vont remonter tout le long de la colonne jusqu'à la base du crâne. Voilà pour les principaux muscles. Donc, pour reprendre, les muscles des épaules et des hanches recouvrent ceux du dos. Les grands et puissants muscles soutiennent les articulations, alors que les plus petits, qui vont être plus profonds, vont exercer une force stabilisatrice pour permettre de contrôler les mouvements. Voilà. Donc, les gros pour maintenir les articulations et les petits profonds qui vont vous permettre de maintenir votre posture. Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour de l'anatomie, au niveau du dos, de la colonne vertébrale, on va parler prévention et gestion de la douleur. Avant de vous parler de ces deux thématiques et faire un point sur la prévention, un petit focus sur la sédentarité. Pourquoi on a mal au dos? Pourquoi on a mal au dos? Parce que généralement, on est sédentaire. Vous voyez, le monsieur là, il est bien confortable sur son canapé, mais s'il reste trop longtemps assis, pas très bon pour les lombaires. La sédentarité, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au temps passé en position assise ou allongée dans la journée, hors temps de sommeil, que ce soit sur son lieu de travail, lors des déplacements en transport ou lors des loisirs, notamment devant les écrans, donc c'est télé, cinéma, jeux vidéo. Sachez que 70% de la population passe plus de 8 heures par jour en position assise. Là, actuellement, on fait partie de ces 70%. Voilà. Si le webinaire s'allonge, on pourrait dépasser peut-être ces 8 heures. Il faut faire attention également à ne pas confondre sédentarité et inactivité physique. Il s'agit
du temps cumulé, la sédentarité, du temps cumulé en position assis et allongé en dehors du sommeil. Mais on peut être physiquement actif, c'est-à-dire atteindre le seuil de pratique d'activité physique sportive recommandée, autrement dit les fameuses 30 minutes par jour au moins, mais être sédentaire. Donc, il faut bien faire la différence entre ces deux notions. On peut être sédentaire, mais actif physiquement. On peut être non sédentaire et inactif physiquement. Voilà, on peut. Ces deux notions sont complémentaires. Donc, à faire attention de ne pas confondre les deux. Et du coup, les symptômes de cette sédentarité, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, la position assise répétée, dans la durée, peut engendrer bien évidemment un mal de dos, peut engendrer des troubles musculo-squelettiques, qu'on va appeler TMS. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut augmenter aussi le risque de développer de nombreuses pathologies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et sans, bien évidemment, on parle de troubles sans évoquer les conséquences sur la santé mentale, isolement, dépression, etc. D'accord? Donc la sédentarité, c'est pas juste rester assis et puis on a mal au dos et puis non, faut faire attention. Plein de maladies, notamment maladies métaboliques, vont être associées à cette notion de sédentarité. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les troubles musculo-squelettiques. Euh, Ils vont toucher principalement les articulations des membres supérieurs, donc épaules, coudes, mains, poignets et doigts, ainsi que le bas du dos. Hop. Du coup, deuxième petite question. Quelle est la partie du corps le plus touchée par les troubles musculo-squelettiques selon vous? Donc, je vous ai dit que ça touchait les épaules, les coudes, mains, poignets, doigts, et également bas du dos. Donc, selon vous, entre le bas du dos, le poignet, l'épaule et le coude, en pourcentage, quelle est la partie, l'articulation la plus touchée? Ok, on va pouvoir arrêter là. On est dans l'ensemble sur le bas du dos. Ok. Eh ben, non, figurez-vous que non. La partie la plus touchée va être les mains, poignets et doigts. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait que beaucoup de troubles musculo-squelettiques vont se retrouver chez des personnes actives travaillant dans des bureaux. Et donc, ben, la première articulation touchée va être le poignet, à cause des ordinateurs. On va être voilà, sur des syndromes du canal carpien, etc. D'accord? Vient ensuite les épaules, pareil, position par rapport au bureau, le coude, le bas du dos, seulement 7%, et ensuite les genoux. C'est voilà. Donc, hop, je reprends. Donc, ça représente 87% des maladies professionnelles euh, au travail. Donc, c'est quand même très, 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 très important. Les postures de travail prolongées, répétées et contraintes, du coup, accentuent les risques de présenter des gènes ou des douleurs qui vont venir toucher les nerfs, les muscles, les tendons, les articulations. D'accord? Pour mieux les prévenir, ben, il est recommandé de limiter ou de proscrire certaines positions, mais surtout de les limiter. Dans l'idée, ce qu'on dit, c'est de venir couper ces temps de sédentarité. D'accord? Pourquoi on recommande ça? Parce que certaines positions vont entraîner des extensions à répétition du coup, certains travails manuels vont entraîner des mouvements au-dessus des épaules. Donc, on vient fatiguer l'articulation de l'épaule. Et aussi les positions extrêmes de poignet, ce qu'on va appeler en flexion-extension. Donc, c'est la fameuse souris où on est toute la journée comme ça. Et donc, on vient avoir des troubles musculo-squelettiques au niveau du poignet. Voilà. Mais du coup, existe-t-il une posture idéale? Que ça soit debout, assis, quand on est à la maison ou quand on est au travail. Est-ce que, voilà, au niveau de la posture, hein, est-ce existe une bonne posture debout? La colonne supporte l'ensemble du corps, donc elle est responsable de presque tous les mouvements. Nous marchons non seulement sur nos jambes, mais aussi avec le dos.
pour atteindre un objet, saisir un objet, soulever ou porter des objets lourds. Nous sollicitons l'ensemble du dos et pas uniquement les bras. Donc, il n'existe pas de posture idéale, puisque nous sommes de taille et de morphologie différentes. Mais il y a quand même des conseils et des lignes, on va dire, à respecter. En position debout, on essaye d'avoir au maximum le corps symétrique, c'est-à-dire que tout doit être aligné. Vous voyez, les oreilles, les épaules, les coudes, la hanche, le genou, la cheville. D'accord? Une bonne posture impose moins de contraintes à la colonne vertébrale. Ici, vous allez venir tirer sur les cervicales. Ici, c'est au niveau des dorsales. Ici, c'est au niveau des lombaires. Ici, on est penché, donc tout le poids va être sur les lombaires également. D'accord? On parle de mauvaise posture quand la colonne vertébrale subit des contraintes inutiles. Voilà. Donc là, vous avez les exemples en image. Cependant, si une mauvaise posture renvoie souvent à une posture avachie, une posture trop raide peut nuire à votre dos car elle entraîne des tensions musculaires. Ça marche aussi en position assise. Du coup, à la longue, le dos devient plus sensible aux traumatismes et aux douleurs, car les muscles, articulations, disques que je vous ai parlé tout à l'heure subissent des contraintes répétées. D'accord? Donc, on essaye de penser, quand on est assis ou quand on est debout, à avoir une bonne posture. Euh, Au quotidien, je vais vous parler d'une notion qui vous parle peut-être pas, mais que j'ai envie de vous montrer. Euh, je vais vous montrer des postures, hop, voilà, euh, euh, qui montrent comment la pression exercée sur la région des lombaires varie en fonction des positions. La pression est exercée en pourcentage par rapport à la pression debout qui est de 100. D'accord? Donc, au niveau des unités, ne vous fiez pas au pourquoi. C'est, voilà. Quand on est debout, on a une pression de 100% au niveau des disques. D'accord? Je vous rappelez les coussins qui sont entre les vertèbres. Quand on est allongé sur le dos, on a une pression de 25. Quand on est assis, vous voyez déjà, on a une pression de 140. En fait, cette pression va augmenter alors qu'on est assis. Et qu'on pourrait se dire, ben, en fait, je suis assis, donc je relâche un peu mon dos. Eh ben non, la pression augmente. Du coup, deux petites questions là qui s'ensuivent. Essayez de vous focaliser sur les deux bonhommes en rouge. Selon vous, quelle va être la pression pour une personne qui va être debout, qui va se pencher en avant pour relever un poids, et une personne qui va être assise et qui va se pencher en avant et qui va relever un poids. Donc vous avez la première partie pour quand on est en position debout pour relever un objet, et en dessous, la deuxième question, quand on est assis pour relever un objet. Donc, vous voyez, déjà au niveau des résultats, on est au-delà des 140, bien évidemment, puisque vous voyez la courbe, ça augmente. OK. C'est déjà un bon résultat, ce que vous me donnez. On ne va pas être aussi élevé que ça, mais on va être voilà, à 220 et 275. Donc, imaginez-vous, là en ce moment, ramasser un objet un peu lourd. Alors que vous êtes en position assise, vous allez exercer une pression de 275 sur votre colonne vertébrale, c'est-à-dire 2 fois, presque 3 fois, la pression qui est exercée debout sur vos disques intervertébraux. Donc, l'idée là, en fait, de vous montrer ce graphisme, c'est de vous montrer la pression que vous mettez sur votre colonne vertébrale quand vous penchez en avant pour ramasser un objet. Et donc, imaginez ce mouvement répété plusieurs fois dans la journée, pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Je pense notamment au métier manuel, les maçons qui charrient des seaux entiers de ciment, de briques, etc. Donc tous les jours, à chaque mouvement, ils mettent une pression à 2,5, presque 3 fois sur leur colonne vertébrale. Donc c'est des contraintes énormes qui sont mises dessus et qui sont répétées X fois dans la journée, X fois dans la semaine. Donc, c'est très important d'apprendre à avoir une bonne posture, mais également apprendre à finalement se baisser pour ramasser un objet. Donc, au bureau,
Ben, si vous êtes assis chaque jour face à un ordinateur, il est essentiel de configurer votre poste de travail pour venir soutenir votre dos au maximum. C'est essentiel pour protéger votre dos, votre nuque, vos épaules, et éviter les tensions et les maux de tête. D'accord? Donc on est droit, le siège soutient l'ensemble de votre corps, l'écran est à hauteur des yeux, le clavier est à bonne distance pour pouvoir reposer les mains et les avant-bras, et essentiel, les pieds sont par terre, avec un angle de 90. D'accord? On n'est pas avachi en arrière, on n'est pas avachi en avant, on n'est pas au bord de la chaise avec le dos courbé. OK? Pour soulever une charge lourde, eh ben, il faut absolument garder son dos droit et essayer de faire travailler au maximum ses abdominaux et également les muscles des jambes. D'accord? On soulève une charge avec ses bras, ses jambes, ses abdominaux et son dos, pas seulement son dos. Et là, du coup, on va se relever. C'est le dos qui va venir relever l'objet lourd. Et donc, ça va entraîner des contraintes très importantes. Pareil quand on jardine, on essaie de s'accroupir au maximum, de se pencher le dos droit. D'accord? Si on a la possibilité, on vient mettre un genou au sol. Donc là, ça bêche, mais par exemple, pour ramasser les mauvaises herbes, on se met un genou ou les deux genoux au sol. On essaye de limiter les contraintes du dos en essayant de rester le plus droit possible. Pour se lever du lit, alors tout le monde va se lever du lit de manière normale, de manière instinctive, mais quand on a des petites douleurs du dos, ben, on essaie de prendre cette position. On va venir rouler sur le côté et se redresser en même temps qu'on bascule les jambes dans le vide pour garder la colonne vertébrale la plus droite possible. Pareil pour se lever d'une chaise. On évite de se lever au fin fond de la chaise alors qu'on a des petites difficultés, des petites contraintes au niveau lombaire. On vient s'asseoir au bord de la chaise. On prend appui sur les accoudoirs et on balance bien le haut du corps vers l'avant pour pousser avec les jambes. Voilà. Donc, on a vu la colonne vertébrale, de quoi elle était composée. On a vu la prévention. Maintenant, on va parler un petit peu exercice physique et sport. Euh, L'exercice physique est essentiel pour la santé de votre dos. Pratiquer régulièrement, il permet de garder des articulations souples et de renforcer les muscles. Grâce à lui, votre colonne vertébrale sera plus mobile. Des étirements, des exercices musculaires permettent de développer la puissance et la mobilité de vos muscles. Donc, ils ne sont pas à négliger. Une bonne stabilité de votre dos associée à des mouvements fonctionnels corrects de l'abdomen et du tronc vont être très utiles pour améliorer votre posture. D'accord? Donc là, c'est une posture droite. Si on veut passer de ça à ça, eh bien, on fait de l'exercice. Mais on fait de l'exercice comme il faut. D'accord? On ne fait pas du sport pour faire du sport en se disant ça va me faire du bien. Non. Si on prend ces postures-là, on va se faire mal au genou, on va se faire mal au dos et on va finir dans ces positions-là. D'accord? Donc, quand on fait du sport, on fait bien attention à sa posture en pratiquant le sport. Du coup, quel type d'exercice pratiquer? Ben, je vais vous en donner des exemples, mais tout dépend de vos préférences et de vos envies, de vos besoins personnels. Tous sont bons, mais il est conseillé de varier les exercices. La marche, la natation, le renforcement musculaire, le yoga, le pilate, la gym douce, euh, sont généralement conseillés pour améliorer la souplesse du dos. Mais si vous pratiquez un exercice qui n'est pas dans cette liste-là et qui vous va, vous continuez comme ça. Là, c'est juste des exemples. Si vous avez envie de reprendre un exercice, eh ben, d'abord, en cas de douleur, on modifie son activité pour réduire la tension et on se repose. Il est important de reprendre un mode de vie actif dès que la douleur intense a disparu. On vous a dit, vous avez mal au dos, surtout vous arrêtez, vous ne bougez plus. Non, c'est faux. Vous avez mal au dos, bougez, vous restez actif, vous marchez, vous faites une activité que vous êtes capable de faire sans réveiller votre douleur. Vous écoutez votre corps, vous écoutez ce qu'il vous dit quand vous pratiquez une activité. D'accord? Si la douleur arrive, on s'arrête, on se repose. Si la douleur n'apparaît pas, on continue à des intensités modérées
calmement, mais surtout, on reste actif. Et on reprend l'exercice dès qu'on peut bouger sans douleur excessive. Du coup, pour faire le lien avec ce qu'on va faire dans 2 minutes, je vais vous parler d'exercices d'étirement. Pratiquer régulièrement des étirements simples contribue à prévenir les crises de douleur et les crises de mal de dos. En plus d'augmenter l'amplitude du mouvement, les étirements allongent et détendent les muscles, les rendant ainsi plus souples, ce qui contribue à éviter les blessures. Les bienfaits physiques vont permettre de réduire les risques de blessures, vont vous permettre de corriger, d'améliorer votre posture, d'améliorer la souplesse et la mobilité de votre tronc et diminuer les tensions. Il va également redynamiser votre corps et votre esprit. Ne pas sous-estimer la santé mentale, le bien-être mental quand on fait un exercice, quand on fait de l'activité physique. À la question quand s'étirer, je vous réponds idéalement tous les jours. Plus précisément, on va opter pour le matin au réveil ou le soir en rentrant du travail ou avant de se coucher. Mais si on a la possibilité, on peut s'étirer dans la journée dès qu'on le peut, notamment après un long moment passé à travailler devant l'ordinateur. Pour les personnes qui sont en actif au bureau, ne pas hésiter à se lever, à venir s'étirer 5 minutes avant de reprendre votre poste. On peut s'étirer également après un long trajet en voiture ou après une séance de jardinage. Donc, il n'y a pas de moment précis pour s'étirer. Vous le faites quand vous voulez. Mais si vous devez le faire régulièrement, je vous invite à le faire ou le matin au réveil, pour un petit réveil musculaire, ou alors le soir, avant d'aller vous coucher. Voilà pour la partie un peu théorique. Maintenant, place à la partie pratique. On va d'abord commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a deux questions dans le chat. Oui. Première question, après une chute et des douleurs vers le bas du dos, quel type de professionnel consulter pour soulager ces douleurs? Alors, si c'est après une chute, hein, moi, j'avais envie de vous conseiller de vous retourner, de vous rapprocher d'enseignants d'activité physique adaptée, qui déjà va venir renforcer votre corps au niveau musculaire, au niveau articulaire, travailler sur le problème de chute. Euh, et l'avantage de ces séances-là, c'est que ce sont des séances douces, de gym douce, qui généralement n'amènent pas souvent au sol et donc vont vous permettre de pratiquer sur une chaise. Donc limiter les douleurs au niveau du dos. Après, si les douleurs persistent malgré ces séances-là, je vous invite à vous rapprocher ou d'un kinésithérapeute ou d'un ostéopathe, qui vont également, notamment le kinésithérapeute, vous permettre de faire un bilan complet physique, voilà, pour savoir s'il y a encore des problèmes de liaison, etc. Voilà. Mais en tant que reprise d'activité, je vous invite à vous rapprocher d'un enseignant d'activité physique adaptée, association ou autre, qui peut exister dans votre quartier, ville ou région. Voilà. On a une deuxième question. Comment faire quand on a également des problèmes de genoux, puisqu'il peut être plus difficile de s'appuyer de prendre appui sur les genoux pour faire certains étirements? Oui. Je vais vous montrer du coup là maintenant des étirements et des échauffements à faire sur une chaise qui vont vous permettre du coup de limiter le poids du corps sur les genoux, donc vous permettre de faire des étirements. Euh, voilà. La solution, c'est quand on a voilà, des douleurs au niveau des genoux, faire les étirements assis sur une chaise. Une dernière petite question Oui. sur la théorie avant la pratique. Est-ce qu'un disque abîmé lombaire peut se réparer avec de la kiné et de l'exercice physique? Non, les disques ne se réparent pas. C'est usé, c'est du cartilage, donc quand c'est usé, ben, c'est usé. Donc du coup, il faut travailler autour du muscle, travailler les muscles qui sont autour de ce disque abîmé, et donc venir renforcer, qui vont vous permettre du coup de maintenir la colonne et vous permettre d'améliorer un petit peu les mouvements. Mais malheureusement, c'est comme le cartilage, quand c'est usé, voilà. Sauf infiltration, mais là, on est sur domaine médical.
ne vais pas m'y atteler, ce n'est pas mon domaine. Donc, comme vous pouvez voir, je me recule. Pas que je vous aime plus, mais pour que vous me voyez. Donc, alors j'espère que je suis à peu près bien cadré, je me recadre. Donc, je vais vous proposer des exercices tout simples à faire sur une chaise pour venir échauffer la nuque, les épaules, le dos, le bas du dos et la hanche. Et ensuite faire des étirements un petit peu spécifiques sur ces zones-là. Normalement, tout le monde entend bien. Allez. Du coup, on va commencer. Alors, je vous invite à d'abord utiliser une chaise, si vous êtes devant un bureau, sans roulette, hein, avec 4 pieds bien fixes au sol. Ça va éviter de faire du manège. Je vous invite également, si la chaise est un peu raide au niveau de l'assise, de mettre un petit coussin. Voilà. Et ensuite, on va venir travailler pendant cette partie-là. Le dos droit, bien évidemment. Donc, éloigné du dossier. D'accord? Ça permet également d'avoir les deux pieds bien au sol. Là, vous ne les voyez pas, mais ils sont bien au sol. Pour avoir les jambes, les articulations à 90 degrés. D'accord? Donc, on va commencer. D'abord, le petit échauffement tout simple. On va partir de la tête. On va mettre les bras le long du corps. On va venir tourner la tête à droite et à gauche. Tout simplement. On fait des petits mouvements. On regarde sur le côté. On ne force pas si on a des raideurs au niveau cervical. On ne force pas, on y va tout doucement. On est là juste pour mettre les cervicales en mouvement. Ouais, on va continuer. Hop. On va venir lever et baisser la tête. Toujours pareil, sans forcer. On lève bien, on essaie de regarder au plafond, on baisse, on regarde par terre. On colle le menton à la poitrine et on relève la tête. On relâche et on va venir pencher la tête sur le côté à droite et à gauche, comme si on allait coller notre oreille à l'épaule. Les épaules ne bougent pas, c'est vraiment que la tête qui fait le mouvement. Et toujours pareil, sans forcer. Et on relâche. On va continuer avec les épaules. On va venir juste, du coup, lever les épaules et on relâche. On amène les épaules au niveau des oreilles, toujours bras le long du corps, et on relâche. Pendant tous les exercices que je vais vous proposer, pensez bien à votre posture, du coup, le dos droit, sans creuser les lombaires. On essaie d'avoir la colonne vertébrale bien alignée. Et pour nous aider, on va penser à nos abdos. On va les serrer, contracter, et on souffle bien. Allez, on relâche les épaules. On va venir poser les mains sur les épaules. On va venir tourner les épaules vers l'avant, tout doucement, toujours pareil. On s'écoute bien, on fait bien attention à ses raideurs. On ne force pas le mouvement. Petit mouvement, pas trop vite, hein, on est juste là pour réveiller les articulations. On va tourner les épaules dans l'autre sens. Et on relâche. Ah, parfait. On va mettre les bras le long du corps. On va venir avec les mains toucher les deux pieds de la chaise et faire glisser les mains le long des pieds tout doucement, à droite et à gauche, comme si on venait attraper un objet par terre. On fait doucement, on ne force pas. À chaque fois, on se redresse bien et on alterne. Toujours le dos bien droit. On fait bien attention. On se penche bien sur le côté en gardant le dos droit. On ne va pas vers l'avant ni vers l'arrière.
On pense à bien serrer les abdos. On souffle bien à son rythme. Et on se redresse. Allez. On va faire le même exercice, et cette fois-ci vers l'avant. Les mains sur les cuisses. On va serrer un petit peu nos jambes. On va faire glisser les mains le long des jambes. On enroule bien le dos. On défend tout doucement et on se redresse. On arrondit bien le dos. Toujours pareil. À son rythme, en fonction de sa souplesse. On y va tranquillement. Et on se redresse tout doucement. On fait bien attention à son dos. Allez, on continue. On va venir monter les genoux l'un après l'autre. On va marcher sur place. Toujours pareil, doucement. On fait attention à ses genoux. On n'a pas besoin de monter les genoux très haut. On est juste là pour s'échauffer. On contrôle bien ses mouvements. Toujours pareil, le dos droit. On rentre le ventre. On serre les abdos. On pense à bien respirer. Et on relâche. Ok, petit réveil musculaire, articulaire, tout simple. D'accord? Ciblé autour du dos. Maintenant, alors, on va rapprocher parce que pas besoin des jambes. Hop, voilà, pour que vous me voyez bien. Du coup, petits étirements, exercices pour venir solliciter les articulations et les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale. On va commencer avec des exercices pour contracter les muscles qui sont autour de la nuque. Donc, vous allez voir, c'est tout simple. Main droite, on va venir la poser sur le côté droit. D'accord? Vous pouvez aller au niveau de la tempe. Et en fait, avec la main, vous allez pousser la tête. Mais sauf qu'au lieu de pousser, vous allez résister. Et on va tenir quelques secondes comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, normalement, vous devez sentir que ça contracte sur le haut du trapèze ici. Même chose à gauche. La main gauche au niveau de la tempe. On pousse avec la main vers le fond et avec la tête, on résiste. Et on tient quelques secondes comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Même chose devant. On met la main sur la paume du front et on vient pousser. Pareil. La main, on pousse vers l'arrière et avec la tête, on résiste. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et même chose vers l'arrière. Cette fois-ci, on va croiser les doigts. La tête, les mains derrière la tête. Avec la main, on va pousser vers l'avant et on va résister avec la tête. Et on va rester comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Et voilà. Exercice tout simple pour venir travailler en renforcement musculaire les muscles qui sont autour de la nuque. Maintenant, on va venir étirer. Alors, comment étirer? Pareil, tout simple. Main droite, on va venir s'attraper l'oreille gauche. Cette fois-ci, on va passer par-dessus la tête. On va venir pencher la tête sur le côté. Hop, on vient étirer. Et avec le bras gauche, on va venir aller chercher vers le fond. On essaie d'aller attraper un objet par terre. Ça accentue l'étirement.
on doit sentir que ça étire vraiment toute l'épaule. Et pareil, on reste quelques secondes comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche tout doucement. On fait bien attention de ne pas relâcher d'un coup. Allez, même chose de l'autre côté, main gauche. On va la mettre au niveau de l'oreille droite. On penche sur le côté. Et avec la main droite, on vient attraper l'objet là par terre. Et on étire. On étire, on étire. Et on reste 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Et on relâche tout doucement. Dernier étirement au niveau de la nuque. On revient les mains derrière la tête. On va venir ouvrir en grand les coudes. On garde la position. Toujours le dos droit. On fait bien attention de ne pas se cambrer. On tient un petit peu la position. Et on va venir fermer les coudes et se pencher vers l'avant. Et on tire tout doucement au niveau de la tête. On garde la position. On amène bien la tête vers le bas. Le menton est collé à la poitrine. Et on tient. 1, 2, 3, 4 et 5. Et tout doucement, on relâche. On continue. Hop, je penche un peu. De profil. Toujours au bord de la chaise. Bien relâché. Paume de main vers l'avant. J'espère que vous voyez bien. On va amener les bras vers l'arrière. Et on garde la position. Là, on va venir contracter les muscles qui entourent l'omoplate. Toujours le dos droit, on ne cambre pas. On rentre bien le ventre. On regarde devant. Pas de mouvement parasite. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche tout doucement. Et on va enchaîner, on va se faire un gros câlin. Parce qu'on est content d'avoir travaillé. On essaye de s'attraper le plus loin possible derrière. Si on arrive à se toucher les omoplates, c'est très bien. On va garder cette position. Et on va se pencher vers l'avant, comme tout à l'heure. On va essayer de poser les bras sur les cuisses. Hop, je pense que je disparais de la caméra. Non, c'est bon. Le dos bien enroulé. La tête, menton, poitrine. On garde la position. On rentre bien le ventre. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On se redresse tout doucement. Tout doucement. Hop. On est gentil avec sa colonne, et pas violent. Et on relâche les bras. On continue. On va attraper nos doigts. Hop, on croise les mains. On va commencer devant. On rentre la tête dans les bras et on s'étire devant. On fait bien attention à son dos, on s'écoute bien. On peut s'avancer un petit peu vers l'avant, sans trop forcer. On revient le dos droit tout doucement. On relâche les bras. On garde les doigts croisés. Et on va faire la même chose vers le haut. Pareil. Pour ceux qui peuvent, on s'étire vers le haut. On essaye de s'agrandir. On rentre bien le ventre. On reste bien concentré. On souffle bien. On va garder les bras levés. On va relâcher les doigts. Et on va venir étirer les bras sur le côté. Les amener. Toujours en essayant de les chercher le plus loin possible sur le côté. Et on baisse. Et on relâche. On y va. On y va. On va monter le bras gauche au-dessus. Et on va venir se pencher sur le côté. Et avec le bras gauche, on va essayer d'aller chercher le loin devant. Et on garde la position. On souffle bien, toujours le dos droit.
Pareil, hein, en fonction des amplitudes de chacun, de la souplesse de chacun, on ne peut pas aller au même endroit. C'est pas grave. Tant que vous sentez que ça tire, c'est que ça travaille. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Tout doucement. On se redresse, toujours le bras levé. Hop, et on relâche. Allez, même chose, bras droit. Bon, sur le côté. Et on y va. Tout doucement. On se penche. Et on amène le bras. On essaie de s'étirer au maximum. Et on garde la position. On pense à bien respirer. Et on tient. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Tout doucement. Ok. Allez. On va terminer. Et ensuite, on va laisser place aux questions. Alors, on va étirer celui-ci là, le deltoïde, pour ceux qui se rappellent. Main droite sur l'épaule gauche. On va placer la main gauche sous le coude. Et on va pousser avec la main gauche pour amener la main droite dans le dos. Et aller se gratter. Et on tient la position. On étire le deltoïde. Et en même temps, on peut se gratter dans le dos. C'est pratique ça. On va relâcher tout doucement. Et on va. Hop. On inverse. Main gauche sur les pointes droites. Main droite au coude gauche. On pousse avec la main droite. On amène la main gauche dans le dos. Et on garde la position. Et on relâche tout doucement. Allez, un dernier. On va s'attraper le genou droit. Et on va venir poser le pied droit sur le genou gauche. Une fois que c'est fait, le genou droit, on va l'amener vers soi, vers l'intérieur. Et là, on vient étirer ici, là, derrière la cuisse, et ça remonte jusqu'au fessier. Je vous ai parlé du fessier tout à l'heure, qui s'insère au niveau de la hanche, qui est aussi un muscle puissant, fort, pour le maintien de la colonne. Donc, important à étirer également. On relâche le pied et on repose. Même chose, genou gauche, on attrape. On vient poser le pied gauche sur le genou droit et on vient amener le genou gauche vers soi. On tire et on garde la position. On relâche le pied et on repose. Parfait. Donc voilà des petits exemples d'exercices pour s'étirer, pour s'échauffer, pour contracter les muscles également, de manière tout à fait simple. Donc là, on était limité sur la chaise, bien évidemment, mais il existe plein d'autres exercices que vous pouvez faire au sol, sur un ballon, debout. Voilà. Si les étirements sont quelque chose, des exercices qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller chercher, fouiller sur Internet. Il y a plein d'exercices qui existent. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de gym type Pilates, yoga, qui ne sont pas des séances d'étirement, mais qui vont se rapprocher et qui vont surtout améliorer votre souplesse. Voilà.
Marion, est-ce Merci. qu'il y a- On a deux dernières questions dans le chat. Une première question, que pensez-vous du vélo d'appartement en cas d'ostéoporose? Oui, très bien. Très bien parce que il est très important de pratiquer une activité physique quand on a une ostéoporose. Et l'avantage du vélo d'appartement, c'est qu'il n'y a pas de contrainte au niveau des os, pas de choc, comme peut l'être la marche, la course, etc. Et d'appartement d'autant plus, puisqu'il n'y a pas de risque de chute, d'accident, etc. Donc oui, je vous invite à continuer. C'est très bien. Ensuite, on a une autre question plutôt par rapport aux étirements. Donc, très bien tous ces étirements, mais comment pouvoir les réaliser au travail, surtout en open space? Euh, alors, ou vous n'avez pas honte et vous y allez franco. Comme ça, tout le monde est au clair et vous pouvez les inviter à faire des étirements. Ensuite, il y a des étirements très simples que vous pouvez faire en toute discrétion derrière votre bureau, que ce soit avec les jambes. Vous tendez les jambes devant comme on a fait avec les bras et vous mettez les pointes de pied devant et vous étirez les jambes. Après, faire ça quand on se réveille pour bailler. Si ça gêne du monde dans l'open space, bon, tant pis pour eux, mais moi, je vous invite à les faire, hein. Il n'y a rien de grave à faire des étirements en plein open space. Prendre 5 minutes pour vous étirer la nuque, le dos, les coudes, le poignet. On les a pas vus, mais il en existe plein pour étirer ces articulations-là. Et c'est très important quand on est voilà, assis toute la journée devant un bureau. Et puis, si jamais ça gêne, eh ben, essayez de vous trouver un endroit, vous vous isolez. Vous prenez 5 minutes, vous allez le faire dehors. Vous allez le faire aux toilettes, vous allez le faire là où il y a de la place et que personne ne peut vous voir. Mais les étirements sont quand même les exercices les plus simples et les plus faciles à faire en open space, contrairement à du renforcement musculaire, de l'endurance, etc. Vraiment, les étirements, et puis ça peut être la pause de 5 minutes entre tous les collègues et vous proposez 5 étirements pendant 5 minutes et c'est bénéfique à tout le monde. Donc, juste n'ayez pas honte de les faire et puis à force de les faire, peut-être que certains de vos collègues vous suivront. Voilà. Une autre dernière question, pourquoi ne pas proposer de rester plus de 5 secondes pour les étirements? Alors, il ne faut pas rester. Alors, je dis 5, c'est le temps de le présenter, de le faire. Donc, ça dure à peu près 10-15 secondes. L'idée des étirements, c'est que ça dure pas trop longtemps. Parce qu'on exerce une pression quand même quand on étire. C'est comme un élastique, hein. Si ça reste trop tendu, ou ça pète, ou alors ça devient tout mou. Donc, on tire pas trop longtemps et on relâche. Et puis, donc, on se dit 10-15 secondes et on répète, on se fait une petite pause et ensuite on répète, on peut le répéter trois fois, 4 fois, 5 fois. Mais ne pas être trop violent dans les étirements et trop longtemps. Voilà. Pourquoi je faisais le décompte de 5 secondes pour arriver à une moyenne de 12-15 secondes de l'étirement. C'est largement suffisant. On le répète 3 fois et on est bon. Ne pas en abuser. Merci beaucoup à tous pour votre participation, pour votre question et pour vos remerciements dans le chat surtout. Bonne soirée à tous et à très bientôt.